Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans une émission qui va aujourd'hui vous permettre de comprendre certaines choses, des choses extraordinaires, pour ne pas dire extraterrestres. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ufologie. Et sur ce plateau aujourd'hui, des spécialistes venus de France et même parfois d'Afrique pour vous en parler. Ils sont Philippe Durand, le secrétaire... Pardon, j'ai dit Philippe. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai Philippe dans la tête. Gilles Durand, qui est secrétaire général du Sceau. Archivovni. Oui. Le Sceau, je vais vous expliquer ce que c'est que le Sceau, ne puisez pas de l'eau du tout. Et Philippe Drape, vous comprenez pourquoi j'ai prononcé Philippe avant, peut-être parce qu'il est plus proche de moi, je ne sais pas pourquoi. Donc Philippe Drape, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Le Sceau, c'est bien cela? C'est ça. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que Le Sceau, avant de vous présenter le troisième, et pas le moins important, le plus important à mes yeux, car il est plus proche de moi dans la vie. Le Sceau, c'est sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, qui est donc basé en France. Donc, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, le dernier invité, qui m'est donc très proche, c'est Yann Alexander, que vous connaissez déjà. Il est passé plusieurs fois vous parler d'OVNI sur ce plateau, et parfois de musique. Bonjour Yann. Bonjour. Comment ça va? Ça dépend des jours, mais là ça va pour le moment. Ça va pour le moment. Alors là, tu m'as encore mis dans ce travail. Ça m'a donné mot de tête, hein? Ouais, je sais bien, je sais bien. Ça fait beaucoup de boulot, hein? Ouais. Mais c'est du boulot, l'ufologie. C'est du boulot, l'ufologie. Sérieux. Bon, alors, Gilles, depuis combien d'années existe le Sceau? Alors, le Sceau existe depuis 1990. 1990, ça nous fait donc 34 ans, car nous tournons le 14 mai 2024. 1990. Est-ce que vous étiez à l'origine de la création? Je suis un des cofondateurs, oui. Cofondateur, ouais. Avec d'autres personnes. Thierry Pavilic, Thierry Rocher, etc. Des gens qui sont connus dans le milieu, voilà, Gilles Munch, des gens comme ça. Et vous, Philippe, alors, vous êtes intéressé dans ces histoires quand? Alors moi, bon, de manière personnelle, c'est vrai que depuis les années, fin des années 80, hein, là je vais avoir 51 ans, à l'âge de 14 ans, j'ai en fait trouvé des livres d'ufologie chez le médecin chez le médecin de famille de ma famille. Oui. Et j'avoue, j'ai volé les livres à l'époque parce que j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai découvert l'ufologie comme ça. Oula, à 14 ans, on a déjà une conscience, on veut comprendre ce qui est extraterrestre. C'est pas bien de voler, mais c'était tellement mystérieux que je voulais comprendre. Ah mais je souhaite à tous les enfants d'être voleurs pour s'instruire. Juste pour s'instruire. Juste dire, moi aussi j'ai commencé à 14 ans. En 90, j'avais pas 14 ans. Hein. J'ai commencé en 69. Vous savez 14 ans en 69? Oui, j'ai 68 ans. Ça se voit pas du tout. Hein. Merci. Comment vous faites? Je sais pas. C'est les gènes, ça s'appelle. Donc vous aussi, vous êtes intéressé à la chose ufologique à l'âge de 14 ans? Oui, activement, oui. Activement. Oui, avant, je m'y intéressais sûrement de façon, sans m'en rendre compte vraiment, comme ça, dans le courant de la vie. Puis un jour, je me suis focalisé dessus. Je suis de ce qu'on appelle la génération des envahisseurs. Vous n'êtes pas des personnes normales pour moi. À 14 ans, je aux billes et vous intéressez aux extraterrestres. Yann Alexander. Ah non, pas du tout, 14 ans. À 14 ans, je faisais pas du tout ce... Non, à 14 ans, j'étais lycéen au lycée français Blaise Pascal à Libreville, au Gabon. Oui. Et, au bas des Guégués ou bien au haut des Guégués? C'est plutôt haut de Guégué. C'est haut, parce que haut, bas, au bas. Non, normalement c'est haut de Guégué, le quartier où il y avait le lycée. Je vois bien le coin, pas loin des charbonnages. Exactement, et pas loin dans le bâtiment présidentiel également. Et non, j'étais très intéressé par la météo, je me souviens de ça. J'étais fasciné par les tornades. Les cyclones, enfin tous les phénomènes météo. Non, tu n'étais pas un enfant normal. Non, j'ai jamais été normal, de toute façon. Aucun d'entre nous. Et je ne le revendique pas. Mais non, et puis sinon j'avais une passion que j'ai toujours pour les films d'animation, les dessins animés, tout ça. Donc non, j'avais pas
on en parlait en off tout à l'heure, c'est vrai que j'ai choqué certaines personnes en disant que je n'avais aucune passion pour l'ufologie. Non, je n'ai pas de passion pour l'ufologie. Pour moi, l'ufologie, j'investis ce sujet en tant que citoyen, avec une conscience citoyenne. C'est de la même manière que ceux qui parlent de discrimination raciale ou d'harcèlement sexuel en entreprise, ils ne sont pas passionnés par les harcèlements sexuels en entreprise, ils en parlent parce que c'est un sujet citoyen. Je crois que la problématique, c'est quand on met du divertissement dessus, on rajoute du stigma, on fait de ce sujet un sujet funny, et moi, ce sont des raisons personnelles et familiales qui ont fait que j'ai dû embrasser ce sujet. Si je peux me permettre, pour ajouter, pour finir de me présenter, c'est je ne voulais pas croire aux ovnis, ou c'était pas une croyance pour moi, je voulais comprendre et savoir ce qui se passait. Je voulais pas croire. Je ne suis pas rentré en religion, je ne suis pas avec des croyances ufologiques. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce que c'est l'ufologie et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est sérieux ou au contraire, ce ne sont que des confusions? Il fallait comprendre et savoir. D'accord. Je suis complètement d'accord avec lui. Oui. Je dirais que moi c'est pareil, je voulais comprendre, mais dans les années 60, il y avait assez peu d'hypothèses. Soit on n'y croyait pas du tout, soit c'était une hypothèse extraterrestre. Ouais. Pure et dure. Ouais. Voilà. Bon, lui c'est boulon comme on disait. Si vous voulez savoir ce que je faisais à l'âge de 14 ans, car ici on fait du partage, je n'avais même pas de télé chez moi, mais j'étais sankaraïste, donc fan de Thomas Sankara à l'âge de 14 ans, que je n'avais jamais vu en peinture, je votais la compo de presse, mais l'ufologie ou bien les extraterrestres, ça ne me parlait pas du tout. Voilà. Et Sankara, c'était quelque chose, c'était quelqu'un de particulier. Ouais. Quelqu'un de... Ouais. J'étais fan à l'âge de 12 ans, et on l'a assassiné quand j'avais 14 ans par là. Bon. Poursuivre, bien que l'Afrique soit à la traîne, Yann Alexander, quelques individualités ont récemment fait parler la plume. Il y a toi d'abord avec ce livre, La question des ovnis en Afrique centrale, voilà, que vous pouvez retrouver. Édition originale. Édition originale, j'ai la chance d'avoir l'original dans les mains. Très rare maintenant. Voilà, ça c'est sûr et certain. Sous forme de monographie. Ne soyez pas jaloux. Il y a eu une deuxième édition, je crois bien. Hein. Alors, ça, il y a l'édition française. Et vous avez l'édition anglophone. Voilà, les deux. C'est le premier jet d'ailleurs de l'édition anglophone. The English writing from Alexian Alexander, and this is the one in French. So I have the original, you know, because I'm the special one, as someone used to say. Bon, en dehors de ceci, Yann Alexander, il y a un autre Africain qui a fait des travaux là-dessus, il s'agit du Togolais Samson Malolo Aïja, oui. Donc voici le livre, il est intitulé Les ovnis en Afrique. Tout à fait. Les ovnis en Afrique. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces bouquins, Yann Alexander? Pareil, alors d'une part sur Amazon, en version numérique et en version papier. Également, pour les gens qui sont allergiques à Amazon, des exemplaires sont proposés sur eBay ou sur Price Minister. Il y a un grand événement qui est organisé par Jean-Louis Dagneau, qui est le directeur actuel de la revue Lumière dans la nuit, qui est une grande revue de l'ufologie. La plus ancienne et une des dernières la plus France, constante. Oui, depuis 1958. 1958, et donc Jean-Louis Lagneau organise un festival, enfin un cycle de conférences à la Turballe, donc dans l'ouest de la France, et ce bouquin sera proposé par l'association de Sceaux aux spectateurs, pas que nous, enfin aux spectateurs, aux visiteurs. Nous aurons d'autres membres du Sceaux avec nous, on va à ce congrès en force. On va présenter tout le livre et ensuite je vais vous donner la parole pour dire des choses et d'autres. Alors passez-moi, celui qui est devant vous, qu'on le présente également, on ne va pas faire des jaloux. Gérard Lebas, OVNI au Maroc. C'est sur le continent africain, Gérard Lebas. Donc, je vous salue, monsieur Lebas. Sentez-vous libre de me contacter, de venir nous parler de votre livre un de ces jours. On poursuit. Il y a Cynthia. Cynthia Hind. Alors, c'est une personne très importante de l'ufologie mondiale et du continent africain parce qu'elle a été avec Elisabeth Klarer, donc c'est une sud-africaine, et qui a notamment fait un très gros travail de fond sur le cas de Ariel au Zimbabwe en 1994, avec ses célèbres affaires des enfants qui observent un ovni, et il y a un documentaire là-dessus, il y a deux documentaires.
Il y en a deux. Il y a Ariel Phenomenon et il y a un documentaire d'une série sur Netflix consacré à ce sujet, qui reste quand même, assez controversé, d'une part, même s'il y a une constance et que la plupart des témoins n'ont pas changé leur témoignage, et d'autre part, c'est une affaire qui suscite davantage de fascination au niveau du public occidental qu'au niveau du public africain. En Afrique, on perd un peu beaucoup de temps dans les futilités. Alors on poursuit. Voilà. J'ai amené ce qu'on appelle une revue de bibliothèque. Je sais que j'étais archi. Oui, bien sûr. Oui, non. Oui. Alors... Planète, c'était une revue des années 60-70 qui était, disons, qui était dans le mouvement du réalisme fantastique. D'accord. Et il y avait beaucoup de couvertures qui reprenaient des icônes africaines. Planète est la première revue de bibliothèque et la plus importante revue Europe par sa masse de lecture et son nombre d'illustrations, son tirage, ses éditions internationales et la publication des quantités d'ouvrages complémentaires. Je vais m'arrêter là-dedans. Est-ce qu'on peut encore trouver ce document disons sur eBay peut-être, d'occasion, mais là, elle ne paraît plus depuis les années 80. Il fallait donc vous cambrioler pour l'avoir. Je vous encourage pas à le faire. Nous avons les trésors, attention. Passe-moi les menottes. Donc, voilà. Alors ça, voilà, vas-y. Je donnerai des infos après. Donc, mystérieuse soucoupe volante, avec la participation d'Aimé Michel et de Jacques Vallée. Jacques Vallée, je l'ai suivi déjà chez Baptiste, non? Il a participé au colloque à la Sorbonne l'année dernière. En effet, voilà. En effet. Donc je salue Baptiste. Baptiste Fresco, oui. Pour le coup. Il est dit pour le coup. Donc, par le groupement Lumière dans la nuit. On en parlait tout à l'heure. Voilà, édition numérotée et dédicacée par Jacques Vallée. Non, par deux autres membres. Il y a eu plein de choses à l'intérieur. Deux autres membres. Alors, je vais dire en fait que pourquoi je l'ai amené. Parce que c'est pas parce qu'il est dédicacé, c'est parce qu'en fait, entre les livres de Jimmy Guilleux des années 50, Blackout sur les soucoupes volantes et l'autre deuxième, je ne me rappelle plus. Ah bah oui, c'est... Les soucoupes volantes, les soucoupes volantes viennent d'un autre groupe. Oui, voilà. Et les livres de Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, voilà. Il y a eu ça qui a été très important parce que c'est en fait une compilation des plus importantes enquêtes de Lumière dans la nuit à l'époque. Donc c'est vraiment un livre sur les enquêtes de terrain. En fait. Chers téléspectateurs, comme disait Nietzsche, ce que je sais, ce que je ne sais, rien du tout. Je vais donc laisser les spécialistes débattre ou bien vous expliquer tout ce qu'ils font au sein de l'association Le Sceau, tout ce qu'ils ont prévu de faire dans les jours prochains. Je ne ferai que les relancer car je ne sais rien, je vais apprendre comme vous. Yann Alexander, tu vas un peu conduire ces débats, je ne veux faire que mettre mon petit grain de sel. Donc, pique mon métier, s'il te plaît. Non, non, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant avec l'association Le Sceau, et c'était important qu'ils viennent parler de ce qu'ils font. Le vrai nom, c'est Sceau Archive OVNI. Sceau complet. Voilà. Le nom est très... Sceau Archive et OVNI. Alors, en quoi consiste votre travail au sein de cette association? Alors, en fait, nous, on s'est rendu compte dans les années, fin des années 80, qu'il y avait des gens qui devenaient âgés. Il y en avait déjà qui avaient disparu avant, qui étaient décédés, ou qui s'étaient arrêtés de s'intéresser au phénomène, à l'étude du phénomène, tout du moins. Et on s'est rendu compte que les archives, personne ne s'occupait des archives, qu'elles allaient disparaître au fur et à mesure. Donc on a commencé, dans l'Est de la France, il y a des groupes ufologiques qui étaient au sein du CNEGU, le comité nord-est des groupes ufologiques, qui ont commencé à réfléchir là-dessus. Et à Paris, il y a des chercheurs, dont j'ai fait partie, qui ont créé une structure informelle qui s'appelait ESAU, Essai de sauvegarde des archives ufologiques. En fait, on s'est retrouvés en 1990, les deux groupes, si on veut, à Gérardmer dans les Vosges, et on a créé le Sceau pour dire, il y a trop de choses qui disparaissent. Entre autres, il y a les archives d'un des vrais pionniers de l'ufologie qui était Marc Thirouin. Donc c'était l'association, donc le Ouranos, qui avait été créée en 1951. Il est décédé en 72, on ne savait pas où étaient passées ses archives. Il y a une association qui s'est créée là-dessus qui s'appelait Les Amis de Marc Thirouin, l'AMT,
l'association des Amis de Marc Théroin, qui a essayé d'en sauver une partie, mais une petite partie. Puis là, bon, avec le sceau, au fil des années, on a retrouvé des choses. On a pu reconstituer une partie des archives de Marc Théroin, qui avait été disséminée un peu partout. Mais on sait qu'une partie a été réellement détruite. Des courriers, entre autres. Cela peut paraître saugrenu de poser cette question, mais bon, le journaliste ne sait pas tout, il travaille pour ceux qui ne savent rien du tout. Pourquoi cette envie de sauvegarder ces archives? Parce que si on s'intéresse sérieusement au phénomène OVNI, ou au phénomène des PAN ou des UAP, comme on veut, qui sont d'autres terminologies, il faut avoir de quoi travailler. Un journaliste a besoin d'archives aussi, a besoin de documents. Nous, c'est pareil. En effet. Voilà. C'est que ceux qui vous prenaient pour des fous comprennent. Car il y en a qui ont dû vous traiter de fous, non? Bien sûr, oui. Alors voilà, qu'ils comprennent. Puis je me permets d'intervenir. Bien sûr, Philippe. Là, on touche vraiment le point sensible du sceau. Que veut faire le sceau? Elle veut sauvegarder une certaine mémoire. Le travail des anciens. Vous ne pouvez pas avancer en ufologie si vous n'avez pas une banque de données, avec notamment en particulier les enquêtes de terrain. Si les enquêtes de terrain qui ont été faites sur des cas il y a 50, 60, 70 ans, si vous n'avez pas ces enquêtes de terrain, comment voulez-vous cerner le phénomène? Vous devez avoir un support. Une mémoire orale, elle passe vite si vous ne la transmettez pas. Une mémoire écrite, il faut aussi la transmettre, la conserver. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ça devient de plus en plus compliqué, puisqu'il faut aussi protéger la mémoire numérique. Et on ne sait pas si les supports numériques, dans 50 ans, dans 100 ans, ils existeront encore. Bah oui. Donc si vous n'avez pas ce support papier, si vous n'avez pas ces documents, vous perdez la mémoire. Vous perdez les données. Et vous ne pouvez pas analyser le phénomène. Vous devez avoir des données. Je dirais même que on a créé le sceau aussi parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des trous, mais béants, dans l'étude des ovnis dans les années 50-60. Parce qu'il faut savoir que quand le phénomène est apparu officiellement en 1947, il y a des gens qui s'y sont intéressés qui avaient déjà 60 ans. Donc 20 ans après, ils étaient décédés. Décédés, ouais. Et souvent avec tout ce qu'ils avaient fait entre-temps. Moi, j'ai récupéré sur eBay 150 coupures de presse de 1954 et 56. C'est ce qu'on retrouve dans c'est un peu ça, mais ça, c'en est un autre. Ça. Mais en fait, c'est une personne... Moi, quand je les ai achetés donc sur eBay, j'ai quand même voulu savoir auprès du vendeur d'où ça provenait. Parce que sur chaque coupure de presse, j'aurais pu en amener, la personne à la machine à écrire, à taper le nom du journal, la date. Sur chaque coupure de presse. Donc, voilà, déjà. Mais alors, donc je contacte le vendeur, il me dit oui, c'était le meilleur ami de mon père qui a confié ça à mon père dans les années 60 parce qu'il savait qu'il avait un cancer en phase terminale. Mon père est décédé entre-temps, et c'est pour ça que je remets ça en vente. Mais la personne qui a donc collecté ces documents, je ne me rappelle même plus de son nom. Oh là. Tu vois, en fait, ça devient un anonyme. Malheureusement. Voilà. Et là, il y en a plein. Dans les années 50-60, c'est ça. En fait, il y avait peu d'associations. Il y avait des gens qui travaillaient dans leur coin, qui ont disparu. On ne sait peut-être même pas qu'ils ont existé, tu vois. C'est ça le problème. Voilà. Et on perd la source de la donnée. On perd les sources. Quand vous faites une enquête ufologique, il faut connaître les sources. Il faut avoir les sources pour pouvoir recouper. Quel que soit le phénomène, si vous n'avez pas la source, vous ne pouvez pas, de toute façon, faire d'enquête sérieuse. Yann, le travail que fait le sceau, c'est très très important et ça va me permettre de rebondir sur le travail qu'a fait Sanson Mabulolo Elijah. D'abord, donc il y a un travail sur une lutte contre l'oubli. Je pense que d'abord, il faut avoir une pensée pour tous ces gens qui très souvent étaient seuls dans leur coin, se regroupaient de temps en temps dans un contexte associatif. Et parfois clandestinement. Enfin, clandestinement, c'était pas interdit l'ufologie, mais la façon dont faut voir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le scientisme a pris une telle place, ce qui se comprend aussi. Il y a eu des effets positifs au niveau du scientisme pour le développement économique, le développement technologique, mais du coup, il y a tout un courant de pensée qui s'est retrouvé complètement marginalisé, dont cette hypothèse que
nous n'étions pas les intelligences les plus avancées dans notre environnement. Voilà, notre environnement immédiat. Et c'est vrai que ces gens-là, ils ont fait un travail extraordinaire et le Sceau lutte contre l'oubli. Rien que pour ça, je crois que le Sceau devrait être connu d'intérêt public. Parce qu'il n'est pas encore connu d'intérêt public? Non, pas d'intérêt général. Vous en avez fait la demande? Voilà, disons que c'est un dossier à remplir, oui. Ah. Mais bon, on a peu de chance d'être élu. On est d'intérêt général. Hein. D'accord. Au niveau culturel et documentaire. Pensez-vous que la France soit en retard sur cette question-là? C'est très délicat à dire. C'est très délicat parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un système à 2-3 vitesses. C'est je donne l'info, je retiens l'info, je donne l'info, je retiens l'info. C'est un peu ça. Je vous donne la corde et je tiens un autre. Et c'est un peu ça. On a des personnalités vraiment qui je pense à Luc Dini, je pense à la commission Sigma, qui sont vraiment. Luc Dini a participé au colloque à la Sorbonne l'année dernière. Ces gens-là sont vraiment très avancés, ont des contacts aussi haut placés. Et à côté de ça, on a par exemple le GEPAN, donc, qui est l'organisme officiel vers lequel les citoyens français peuvent se retourner quand ils ont fait une observation non identifiée. Ce GEPAN qui souffre de beaucoup de critiques. Ouais. Je me rappelle récemment Manuel Virotte, qui a fait un ouvrage sur les ovnis à la Réunion dans l'océan Indien, disait que le GEPAN finalement c'était une sorte de poudre aux yeux, de vitrine de dénégation de l'hypothèse alien. Voilà, ça c'est son point de vue. Et donc c'est un peu compliqué. À chaque fois qu'il y a une problématique ovni, on va dire aux citoyens d'aller vers le GEPAN. Alors qu'il y a d'autres associations tout aussi importantes, mais qui ne sont pas... le GEPAN est un organisme d'État. Nous avons travaillé quand même avec des associations internationales comme l'AFU. L'AFU qui fait un travail formidable. Qui est basé dans quel pays? La Suède. Et qui fait un travail formidable aussi pour l'archivage. Tout à fait. Et donc, en fait, au Sceau, on a, enfin personnellement et d'autres, nous avons numérisé un certain nombre de collections de revues ufologiques francophones, pas que des françaises, des Belges, des Québécois, des Suisses, francophones. Malgache aussi. Voilà, ça francophonie alors. Oui, bien sûr, justement, ça s'appelle Madovni, voilà. D'accord. Et il y a eu 2 numéros, mais c'est 2 numéros, ça existe. C'est du travail. Voilà. Et donc en fait, on confie ça à un ufologue britannique qui s'appelle Isaac Coy. Et il travaille lui avec l'AFU, et donc c'est mis en ligne sur un serveur, et donc c'est disponible pour tout le monde, on peut le télécharger, etc. Et voilà. C'est d'ailleurs l'AFU qui avait numérisé tous les numéros de la revue UFO Afri News, qui avait été fondée par Cynthia Hind. On a des ressources. Et donc c'est elle qui a créé cette revue, qui était donc c'était un petit fanzine, c'était pas énorme. Un peu de ce format-là. Oui, 15-20 pages à peu près. Combien de numéros? Je ne sais plus, 24, non? Pas ça. Entre 20 et 30. Et l'AFU a fait un travail de dingue en numérisant tous les archives, alors c'est en anglais, mais c'est vraiment des pépites parce que, comme dit Philippe, on a besoin de se baser sur des données, parce que quand on regarde finalement depuis le lendemain de la guerre, puisque c'est là vraiment, ça ne veut pas dire que les ovnis se sont montrés en 47, c'est pas vrai, il y a des observations bien avant, mais ce qui est intéressant, c'est que l'accumulation des données en Europe, mais aussi, comme on le voit maintenant, en Afrique, montre qu'il y a une cohérence quand même, il y a des points communs, que ce soit au Japon, en Inde, en Chine, en France, en Finlande ou au Togo, il y a des points communs, il y a les mêmes choses qui sont observées. C'est-à-dire que ces données permettent finalement, comment dire ça, depuis 2-3 ans, c'est comme s'il y avait une sorte de contrat tacite, de mots d'ordre tacite dans le milieu de l'ufologie qui a envie d'avancer, de ne pas perdre de temps avec les sceptiques radicaux. On a d'avancer parce que il y a eu une prise de conscience qu'il y a eu une perte de temps inouïe
à discuter avec ce qu'on appelle des zététiciens, des sceptiques radicaux, parce que finalement, l'accumulation des données fait que ça suffit largement pour dire, bon, on va arrêter les gars, vous êtes gentils, mais réduire systématiquement les ovnis à Jupiter ou des albatros éclairés par la lumière du soleil, ça va. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller au-delà, réduire le phénomène dit des abductions, des enlèvements extraterrestres à de la paralysie du sommeil, ça va. Je veux dire, à un moment donné, quand vous avez un ensemble de points communs, soit vous choisissez de vous concentrer, d'étudier ces questions-là, ou soit parce que ça vous gêne, vous tournez la tête, ce qui est d'ailleurs ce que font beaucoup de gens en ce moment. Alors, nous tournons cette émission pour UAP Afrique. Hein. Oui, vas-y, je reviendrai. Nous tournons cette émission pour UAP Afrique, qui est ton site. Hein. Alors, pour UAP Afrique et le réseau UAP Tchèque. Le réseau UAP Tchèque. Je vais faire une présentation du réseau UAP Tchèque. Donc, c'est important. tu nous en parles là. Oui. Ce qui est sûr, on tourne d'abord pour UAP Afrique. On s'adresse aux Africains, d'où aux francophones. Oui. D'où la présence sur ce plateau du livre de Samson Maoulolo Alija, jeune homme de 33 ans seulement, qui commet donc qui est très courageux. Comment l'as-tu rencontré déjà? Je ne l'ai pas rencontré, c'est lui qui est venu vers moi, parce qu'effectivement, donc, lorsque j'ai écrit ce bouquin sur les ovnis en Afrique centrale, qui était donc un recueil d'entretiens avec des universitaires, des gens de la société civile, un ancien militaire, etc., quand j'ai écrit cet ouvrage, il est sorti juste avant, je l'avais écrit, il est en cours d'écriture depuis 2022, il est sorti, hasard du calendrier, une semaine avant le fameux colloque à la Sorbonne, et à la même période, j'ai fondé le réseau UAP Afrique et j'ai co-animé des podcasts sur le continent africain avec Stéphane Royer. Stéphane Royer qui est aussi par ailleurs le co-auteur d'un bouquin qui s'appelle OVNI et nucléaire, où il fait le lien entre les observations d'OVNI et le nucléaire, sans surinterpréter, sans dire si c'est bien, pas bien, ou gentil, pas gentil. C'est pas qu'il a écrit en collaboration avec Didier Gomez. Voilà, tout à fait. Et donc Stéphane Royer, c'est aussi une personnalité importante de l'ufologie, et on a animé des émissions. Ancien responsable du repère ufologique de Paris. Et du coup, ce jeune homme, Samson Maoulolo Alija, m'a contacté suite à un podcast que Stéphane et moi avions réalisé sur le Kenya. L'histoire d'un village où tous les habitants avaient été tués par des lumières qui avaient une... on pourrait interpréter ça comme des lumières radioactives en fait. Alors évidemment, on disait dans l'émission qu'on n'arrivait pas trop par manque de sources et que ça se passait à l'époque de la colonisation anglaise à avoir des éléments encore plus sérieux, plus fiables qui nous permettent de dire si oui ou non cet événement avait existé, même si on a quand même ce sentiment que ça a bien existé, mais que ça a été noyé dans une actualité locale. C'était en pleine période de la révolte des Momo. Ça n'a peut-être pas été compris. Et que peut-être aussi ça n'a pas été compris. Très important. Ça, c'est très important, notamment pour le cadre africain. Et il m'a contacté et il était complètement enthousiaste parce que lui-même, dans son petit coin à lui, il étudiait cette question. Il avait été lui-même confronté à des observations au Togo et il ne comprenait pas l'apathie de l'opinion publique autour de lui sur ces questions-là, et il se disait mais on va se faire avoir à un moment donné par les Occidentaux, les Russes et les Chinois qui vont avoir une longueur d'onde, longueur d'avance une fois de plus sur nous. Et il me disait, nous les Africains, on va encore se plaindre d'être la dernière roue du carrosse, alors que peut-être qu'il faut qu'on fasse des choses. Et lui, de son côté, il avait fait un travail énorme où il avait compilé tous les cas possibles d'observation d'OVNI et d'aliens, enfin d'intelligence non humaine à proximité, depuis 1900, sur tout le continent africain, à l'exception de 4 pays qui disposent déjà de pas mal de données dans l'Afrique du Sud. Alors c'est un travail qu'il a fait à partir de coupures de presse qu'il avait, de coupures de presse numérisées. Et sur la question africaine, il faut bien savoir qu'il y a effectivement des données sur la toile Internet, mais elles sont, contrairement aux données françaises
suédoises, norvégiennes ou russes ou brésiliennes, elles sont complètement éparpillées. Il faut faire ce travail. Il faut faire un travail pour ça. Et tout le monde n'a pas la patience. Et la passion. La patience, l'intérêt, la passion, éventuellement, le temps, et même les compétences. Parce que ça s'apprend de savoir chercher quelque chose. Ça s'apprend. C'est pas pour rien, on parle de méthodologie en université, en sociologie, en histoire, il y a une section qui est consacrée à l'archivage. Tout ça, ça s'apprend de trouver des données. Et donc lui, il a ces compétences-là, et il l'a fait. Et il l'a fait, donc, pour les ufologues très pointus, et très blasés, ils vont peut-être dire je n'apprends rien. Mais par contre, il y a tout un public qui, lui, va apprendre des choses. Moi, j'ai appris des choses, notamment sur la République du Sud-Soudan. Je ne savais pas qu'il y avait autant de données sur la République du Sud-Soudan, et là on en revient à cette nécessité des données et des points de commun. C'est que autour du nucléaire. Alors nucléaire ou des gisements. Oui, toujours des gisements. Des gisements d'uranium, des gisements de cuivre, des gisements d'or. C'est toujours tous les gisements qu'on trouve. Pas toujours, mais souvent. Souvent. Et puis sinon, une autre année qui revient souvent dans ce bouquin, c'est l'année 1954. Qu'est-ce qui s'est passé en 1954? Voilà. La grande vague française et italienne, enfin mondiale, qui a beaucoup touché la France, beaucoup touché l'Italie. Est-ce que c'est pas autour des années 54 qu'un avion à Turin a eu des ennuis en voyant des choses dans les airs? Non, je pense pas. C'était après? Oui, après 73. Mais ça s'est passé quand même en Italie, Turin. 73, oui. Bon, oui, je n'ai pas la date, mais c'est que cet événement. Novembre 73. Alors merci. Faut pas oublier que j'étais encore gamin où j'étais même pas né. Ce qui est intéressant, ce que vient de dire Yann, c'est qu'effectivement, l'Afrique a quelque chose d'important, c'est que nos centrales nucléaires, elles ne fonctionnent qu'avec les minerais qu'on trouve en particulier en Afrique. Les gisements d'uranium, par exemple au Niger. Vous parlez du Niger, ce pays qui n'a pas d'électricité mais qui fournit tout l'uranium. Absolument. 34% du voilà. C'est ce que disait. Exactement. C'est ce qu'a dit justement, parce que dans le sillage parce que l'Afrique est intéressante pour les minerais, mais elle n'est pas intéressante pour mettre un réseau. Non, du tout. C'est ce que la chaîne UAP Afrique. Il y a la chaîne YouTube UAP Afrique, effectivement, mais il y a aussi le site uapafrique.com pour lequel Samson Maoulolo, entre autres, parce qu'on aura d'autres personnes qui vont faire des articles bientôt, mais Samson Maoulolo fait des très très bons articles. Récemment, il a fait un article d'anticipation sur le comportement de l'Union africaine ou des acteurs de la vie politique africaine et de des sociétés africaines par rapport à l'action extraterrestre. Et juste avant, il a fait un très très bon dossier sur le cas du Niger, où il rappelait effectivement comment ce Niger fournissait l'uranium aux grosses puissances, mais qu'il y avait un déficit d'électricité par habitant au niveau national. Donc un journaliste quand même qui s'intéresse à des dossiers pointus, qui intéresse toute la géopolitique, et même vraiment des dossiers qui nécessitent un travail approfondi. Et ce qui fait que ça amène aussi un nouveau public, ou ça amène un certain public à changer de regard. Et ce qui fait aussi que, alors le risque, mais c'est un risque bienvenu finalement, c'est que on laisse sur le côté, on met sur le carreau des gens qui sont obsessionnels avec les ovnis et qui ne veulent parler que de leur petit sujet sans voir le contexte global dans lequel ça se met. Et ça, c'est vraiment des gens qui ne sont pas forcément intéressants parce qu'ils sont dans le côté obsessionnel. Je m'intéresse à ce sujet et je ne le mets pas en corrélation avec ce qu'il peut y avoir à droite à gauche. Or, il faut le faire. Il faut le faire, il faut oser. Et oui, dès les années 70-80, il y a des ufologues qui ont dit il faut être pluridisciplinaire. Si tu n'es pas pluridisciplinaire, que tu es focalisé sur ton phénomène ovni, tu n'arriveras jamais à comprendre quoi que ce soit. On va donc saluer ce que Yann Alexandre fait. Exactement. C'est un acteur de théâtre, c'est un chanteur, c'est un auteur-compositeur. Et même s'il adore, il aime bien, me dit non, l'humilité, il n'y a pas d'humilité. Yann Alexandre, tu es un ufologue également pour moi. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans l'ufologie? On fonctionne aussi en réseau. On a plusieurs sites, par exemple même pour le Sceau, on a certes le site Vincennes avec les bureaux, mais on a des membres qui sont de toute la France. Il y a une sorte de réseau qui maille le pays. Pour revenir un peu sur ce que disait Yann tout à l'heure, non seulement
Ce sont des gens qui sont répartis sur toute la France, de Perpignan à Gérardmer, enfin, dans les Vosges, à Épinal, sur la côte atlantique, en région parisienne, dans le centre de la France, près de Marseille à Lyon, aussi, etc., à Marseille. Mais ces gens-là ont tous ou toutes des opinions différentes sur le phénomène. Il n'y a pas que des gens qui croient à une heureusement. Moi, personnellement, je veux dire clairement, moi je suis un sceptique pragmatique. Voilà, c'est clair. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je crois que justement la supercherie, la duperie des mouvements zététiciens, c'est d'avoir transformé des gens qui étaient partisans de l'hypothèse alienne en croyants. Et ça, c'est dangereux. En fait, il ne faut pas croire. Ça ne sert à rien de croire. C'est pas une religion, c'est pas une croyance. Oui, mais le problème, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement les zététiciens, c'est je veux dire, les journalistes. Voilà. Le mot croyez-vous aux ovnis, voilà. C'est toujours leur question. C'est la question. Croyez-vous aux ovnis. Il y a un biais en fait. Il y a un biais dans la question. Et en fait, ça implique de donner une réponse qui n'est pas la réalité. Aidez-moi à faire mon job. Quelles questions j'irai poser dans les rues prochainement? Que pensez-vous du phénomène ovni? Comment vous situez-vous par rapport à la question alien ou UAP? Quel est votre point de vue sur une question ouverte? Mais dire croyez-vous, vous induisez la réponse. Et là, le titre de ton article, ce sera OVNI soit qui mal y pense. Non, ça c'est du boulot comme affilié. Alors je commencerai dès ce week-end. C'est le titre, c'est le titre de l'article de presse le plus, disons, copié. Depuis les années 70. OVNI soit qui mal y pense. C'est pas soumis au droit d'auteur là déjà? Oui, sûrement. Vous savez, c'est la facilité du journaliste, un peu comme ce qui m'épouvante à chaque fois. La semaine dernière, il y avait une collègue qui a témoigné dans une émission de la bande FM. C'est dommage, l'émission elle-même était plutôt bonne, mais il a fallu qu'il commence l'émission par le générique de X-Files. Je dis, c'est pas possible, ils en sont encore là. Ou alors des envahisseurs. Ou des envahisseurs. Ouais. Et vraiment, on se dit, mais bon, alors ça change quand même, hein, depuis 2 ans ça change. Et comme disait Philippe, il parle des réseaux. UAP Afrique n'est pas tout seul. UAP Afrique est membre du réseau UAP Tchèque. UAP Tchèque a été fondé par Michael Vaillant. Michael Vaillant a été un ancien consultant du GEPAN, mais il trouvait que sa parole était assez... Enfin, il a fait partie du GEPAN même. Il a fait partie du GEPAN. Mais sa parole était comprimé, compressé, il ne pouvait pas parler autant qu'il aurait voulu, et donc il n'est plus du tout au GEPAN, il a une parole plus libre, et UAP Tchèque fait partie vraiment de ce renouvellement du monde ufologique. Et c'est une libération de la parole. C'est libération de la parole et une liberté de ton assumée maintenant. Je dirais que les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent. Il faut dire aussi que la bonne parole, la bonne pensée de ceux qui se targuent d'être rationnels, ceux qui se targuent, qui s'autoproclament rationnels, ont perdu beaucoup de leur crédibilité lors de la gestion de la crise Covid. Et ça a pu jouer sur la perception du public sur d'autres sujets. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques de l'existence des ovnis, sachez que le Japon vient de s'y lancer avec acuité. C'était au mois d'avril, il y a un mois, le Japon s'y est lancé à fond. Que penses-tu de cette course vers l'OVNI du Japon qui suit donc les États-Unis, la Chine, la Russie et la Turquie même aussi, je crois. Hein, la Turquie, la France, l'Inde. La Turquie, ça fait quelques années. Hein, ça fait quelques années qu'ils étudient le phénomène. Hein. Que penses-tu, Yann, de cette course à l'OVNI du Japon? D'abord, je ne suis pas tout seul à le penser, mais ce qui est sûr, alors déjà la Chine et le Japon, ils n'ont pas, évidemment, ce sont les 2 grosses puissances de la région asiatique. Quelle proportion leur décor? Si, c'est les 2 grosses puissances de la région asiatique. La Chine et le Japon sont les grosses puissances de la région asiatique. Et l'Indonésie qui va être la puissante montante. Hein. Ce sera la puissance montante. Mais l'Indonésie, il y a aussi pas mal enfin, la question OVNI fait l'objet de beaucoup de recherches là-bas. Il y a des Indonésiens qui s'intéressent à ce sujet, ou des expatriés en Indonésie qui s'intéressent à ce sujet. Il y a beaucoup d'histoires, notamment en lien avec l'armée américaine en Indonésie. Mais pour revenir au Japon. Au Japon, oui. Qui pour moi fonctionne avec les États-Unis, je m'attendais à ce que les recherches des Japonais échouent tout de suite aux États-Unis, mais non, ils se lancent dans la course en solo. Voilà ce qui m'étonne.
parce que les États-Unis ont une attitude ambivalente sur la question OVNI. Ils font d'abord ce que commencent à leur reprocher le Canada et le Japon, qui sont pourtant les alliés. Alors il y a l'alliance des High-Fives avec le Canada. Et le Japon ne fait pas partie des High-Fives, attention. Mais grosso modo, les alliés des États-Unis commencent à se demander si les États-Unis ne font pas de la rétention d'informations. En effet, le Canada qui fait partie du groupe 5 reproche cela aux États-Unis. Quelle confiance peut-on avoir dans celui qui est censé nous défendre? Surtout que avec Trump, pendant les années Trump, les États-Unis ne se sont pas montrés particulièrement, alors rien à voir avec les ovnis, mais ne se sont pas montrés particulièrement protecteurs avec le Japon face à la menace chinoise. Donc, beaucoup de personnes au Japon commencent à se dire, il va peut-être falloir penser par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes sur les questions de sécurité intérieure, de sécurité nationale, de défense civile. On voit bien d'ailleurs l'époque Shinzo Abe, c'est avant qu'il se fasse assassiner, c'est l'époque où il commence à réinvestir massivement dans l'armée japonaise. Donc on voit bien que le Japon essaie le Japon essaie de s'affranchir de la tutelle états-unienne. Voilà. Et le Japon est face à la Chine. Et la Chine également, elle n'a pas besoin de s'affranchir de la tutelle, elle est vraiment, c'est pas une alliée des États-Unis. Donc la Chine, elle a sa propre politique, et la Chine a également l'intention. Il y a une sorte de bataille à. C'est à qui va potentiellement annoncer que peut-être, oui, on est visité par des intelligences non humaines. Et la Chine et les États-Unis sont à couteau tiré sur cette question. Quand on connaît l'antagonisme entre le Japon, pays colonisateur, et la Chine, désormais grande puissance, on comprend que le Japon veut le voler de ses propres ailes, et les Africains. Et vous comprenez une fois que maintenant, le phénomène OVNI est aussi un enjeu géopolitique et géostratégique quelquefois. Parce que celui qui maîtriserait une technologie, on va dire, approchant du phénomène OVNI, ce serait celui qui aurait l'hégémonie géopolitique. Totale. Et l'Afrique est toujours à la traîne. Heureusement que certaines individualités comme Yann Alexandre, qui est moitié gabonais, moitié français, je n'aime pas que tu dises toujours que tu es gabonais, tu es aussi français un peu. Il faut jeter cela. Yann Alexandre, moitié français, moitié gabonais. Et ce grand homme, ce grand jeune homme qui pourrait être mon fils, Samson Maoulolo Alija, que je salue, qui vient de commettre ce livre, Les ovnis en Afrique, quand les extraterrestres visitent le ciel africain. Vous me permettez de lire la 4e de couverture pour donner envie aux gens de se procurer de ce magnifique bouquin qui, pour moi, ressemble un peu au tien, une collection de témoignages ou de recherches, ça et là. Ah non, c'est très différent. C'est très différent. Je ne l'ai pas encore lu, tu peux me l'offrir. Je pense que ça complète. Ça complète. J'ai un de nos collègues du Sceau l'a déjà lu. Et c'est vrai qu'il nous disait c'est un complément du premier livre. Donc dans ce cas-là, procurez-vous les deux. Les deux sont intéressants en même temps parce qu'il faut. En même temps. Voilà. Il faut, enfin, il veut dire qu'on ne va pas les lire en même temps. Les lire, mais on va d'abord. Je pense qu'il faut d'abord lire celui de Yann Alexander et ensuite celui de Samson comme ça. Et là, on se rend compte qu'il y a un complément, que les deux se répondent. Et la petite anecdote, c'est ma mère qui a fait la couverture aussi. Décidément. L'illustration. Oui, pour les deux. Oui. C'est chouette. C'est une histoire de famille. Voilà. C'est Cécile, ta mère. Anne-Cécile, ma consoeur. Anne-Cécile, que j'ai rencontrée le 1er mars dernier à Angers. Ah oui, c'est vrai. Je vous salue, je vous embrasse tous les deux. Voilà, je vais lire la 4e de couverture de ce livre. Dans l'imaginaire populaire, les ovnis constituent un phénomène propre aux États-Unis ou au monde occidental. Et pourtant, le ciel africain est aussi régulièrement visité par ces étranges appareils volants. De Dakar à Addis Abeba, de Khartoum à Gaborone, ce livre vous entraîne dans un voyage entre le temps et l'espace en présentant les principaux cas d'observation d'ovnis dans plus de 40 pays africains. À la fin de ce voyage, même les plus sceptiques seront obligés d'admettre qu'au-delà de tout, le mystère demeure entier et qu'il y a de très solides raisons de penser que nous n'avons jamais été, que nous ne serons jamais seuls dans l'univers. Voilà.
Je propose qu'on applaudisse. Rien que cette qualité de couverture me parle des autres. Mais je dirais frère. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas, je ne connais pas encore son contenu, mais je le lirai dès que j'en aurai un exemplaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même, je pense que au-delà de ce livre, il existe ce qu'on on a dit longtemps casuistique, parce que c'est un mot, donc les cas, mais en fait on s'est aperçu que c'était un mot qui avait un autre sens, mais moi je trouve que le mot casuistique c'est quand même bien, parce que ça laisse penser que c'est une collecte de cas. Et dans un endroit défini ou dans un domaine défini. Et en fait, les ovnis en Afrique, je pense qu'il y a encore plein de choses à connaître. J'en parlais donc en off avec Yann. Mais par exemple, j'ai un document que je lui transmettrai, même s'il manque une page malheureusement, mais ça c'est pas de mon fait. Ça s'appelle donc, alors le titre exact je ne me rappelle plus, mais en fait c'est les relations des observations d'une Belge au Congo, enfin d'une Belge en Belgique, et ensuite comme elle est allée plusieurs années au Congo, elle pense que là, elle a eu des contacts avec des entités au Congo, belge à l'époque, hein, bien sûr, l'RDC aujourd'hui. Voilà. Congo dit belge. Voilà, dit belge. Ah oui. Moi, je suis confronté avec ça tout le temps. Ça me fait rire. Ma compagne est née à Léopoldville. Hein, oh, Jésus, Marie, Joseph. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que... Ah oui, voilà. Kinshasa, quoi. J'ai eu le témoignage d'une personne donc française, mais dont le papa était militaire au Gabon dans les années 70. Et elle me racontait, elle m'a confié des choses qui lui étaient arrivées en rapport avec ce sujet dans la région de Lambaréné, dans les années 70. Donc je crois qu'à un moment donné, avec l'outil Internet et la reconnaissance de fait, c'est pas une reconnaissance voulue, il y a plein de gens qui voudraient continuer de mettre ce sujet sous le tapis, mais avec une reconnaissance de fait, la parole se libère. Il y a des gens qui n'ont plus peur de parler, enfin il y a beaucoup de gens qui n'ont plus peur de parler. Je pense que ça va arriver sur le continent africain, ça va s'accélérer. Je vois bien, hein, depuis la sortie du bouquin, on a des gens qui nous écrivent, on a des gens qui témoignent, et je tombe des nues, hein, de gens qui parlent. Je pense à un témoignage d'un Malien dont le père était militaire, comment ça détruit la vie, pas du père, du grand-père. Donc des gens parlent, Alors après c'est la fameuse question, je l'avais fait pour le bouquin La question des ovnis en Afrique centrale, et Samson a fait la même chose pour le bouquin, c'est-à-dire qu'il faut aussi parler des gens qui ne voient rien. Les Ivoiriens alors. Bravo, j'aurais pas osé faire cette blague. Donc elle est faite. Elle est faite. J'ai l'impression Pardon, mon frère, il ne faut pas passer à autre chose. Voilà, chanter parce que moi je fais des blagues. Mais il me fait tout le temps ce genre de blague. Tout le temps. Et vous savez qui sont les cousins des Ivoiriens? Oh non, vous ne savez pas. Portez vos loupes, allez-y, prenez vos loupes. Ce sont des Guadeloupéens. Comme vous ne voyez rien, ils ont tous pris des loupes. On revient au sérieux. Mais pour revenir à... On rêvait d'être sérieux, absolument. On a mis la barre haute. Faut pas fâcher. On a dit tout à l'heure que l'ufologie n'était pas un divertissement. Et là, tout d'un coup, les gens vont arriver sur cette partie. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de cas d'observation en Afrique qui sont encore... que les gens connaissent et qui n'ont pas été regroupés au même endroit. Là, en ce moment, il y a une enquête par le COBEPS et des gens du nord-est de la France. COBEPS, c'est quoi? COBEPS, c'est en Belgique, c'est le centre, enfin, c'est le comité belge d'études des phénomènes spatiaux. C'est l'équivalent de ce que nous avons ici. Sauf que c'est pas des... c'est vraiment des enquêtes ufologiques. Hein. C'est le successeur de la SOBEPS, qui était la société belge. Maintenant, c'est le comité belge. Mais ce n'est pas étatique. La fameuse SOBEPS, c'était celle qui avait étudié la vague belge avec les triangles. De 90. Oui, 89, 93. Alors, alors, je voulais dire simplement, excuse-moi, hein, c'est sûr, je parle beaucoup aussi. Donc, en fait, j'ai une base de données sur la presse. Donc, on parlait de choses très
très rare. Bah voilà, dans les années 50, quelqu'un qui a compilé des coupures de presse. Oui, vas-y. Voilà. Et donc, il y a aussi des soucoupes volantes 1951, 1956, plus 1957. Quelqu'un a donc collectionné tout ceci dans un cahier. On peut le montrer à la caméra. Un cahier de 400 pages, j'ai l'impression. Hein. Ouais, des colliers. On va ouvrir comme ça au hasard. On tombe sur soucoupe volante dans le ciel de Belgique. Un martien avait mis en émoi les habitants de Monceau-Imbréchy. Voilà. On ouvre encore au hasard. Hop. Un engin mystérieux en forme de demi-cigare a survolé l'Italie. En forme de demi-cigare. Ouais. C'était un cubain. Voilà. Mais ils se sont partagés. C'était un cigario. Voilà. Donc, bon, on peut rire de tout, hein, mais c'est sérieux. Voilà. Là, on voit un travail, mais un travail de passionné, quoi. Passionné, oui, tout à fait. Petit moyen, mais on fait le boulot. Et ça, au Sceau, on en sauvegarde plein. On en a sauvegardé plein. On a ce qu'on appelle le cahier Favard, c'est quelqu'un qui a collecté les coupures de presse du Provençal, donc dans le sud de la France. Là c'est essentiellement, il était à Boulogne-sur-Mer, donc c'est essentiellement des journaux du nord de la France. Mais pour revenir un peu à ce que je disais, donc le Sceau a plein de bases de données, dont une base de données coupures de presse. Moi, je m'occupe de la partie 1945-1969. Pour des raisons, parce que c'est là où il y a le moins d'informations, il y a beaucoup de manques. Donc j'ai 16 000 entrées, à peu près. 16 000 entrées d'articles. Oui, d'articles de presse. Mais je dirais que par exemple les Italiens, rien que pour 54, en ont 8 000. Que pour 54. D'accord. Nous, pour donc 45-69, j'en ai que 16 000, t'imagines, hein, le double à peine. Donc ça veut dire qu'on a plein de trous partout. On a des gros journaux, on n'a quasiment aucune coupure de presse, parce que ça n'a pas été... les gens ne sont pas allés chercher les coupures aux archives départementales, ou quelqu'un l'a fait dans les années 50, il est décédé, tout a été détruit. On ne sait pas, tu vois, il y a plein de cas de figure. Mais là-dedans, depuis 3-4 jours, je regardais, on a à peu près 500 coupures de presse sur des cas africains. Alors, souvent, il y a des redites, hein, bien sûr, d'un journal à l'autre. Il y a aussi plein de journaux africains dedans, hein, donc les journaux d'Afrique du Nord. Un truc que vous ne connaissez peut-être pas, les journaux égyptiens. Vous savez que depuis 1793, il y a une spécificité égyptienne de journaux en langue française. Merci Bonaparte. Voilà, c'est à cause de lui. Ça bien que Bélis Clark. Oui, mais bon, moi Bonaparte c'est pas mon truc, Napoléon non plus. Enfin, voilà, je vais dire ça comme ça. Mais grâce à lui, il y a une littérature journalistique francophone. Francophone en Égypte. Oui, en Égypte. Et il y a deux associations qui ont fait de la collecte. Officiellement, il y a 2000 titres recensés. Et une autre association dit on va peut-être arriver à en découvrir 5000. Wow. C'est énorme. Et ils ont numérisé, alors avec des petits moyens, mais ils ont numérisé plus que nous au début en France. Ils ont numérisé, mais du journaux entier. Donc avec OCR, donc requête par mots-clés. Donc on a trouvé des tas de coupures de presse qui relatent des observations en Afrique. Dans ces journaux égyptiens. Je vais être spécifique. C'est pas qu'en Égypte. C'est les Égyptiens références qui se passent sur le reste du continent. Oui, et puis même un peu aussi au Moyen-Orient. Oui, avec côté Israël, Jordanie. Alors Yann Alexander, c'est à toi que je vais poser cette question aussi. En Afrique du Nord, les gens ont conscience de l'existence des ovnis. Oui. Il y a eu des travaux. L'exemple de l'Égypte, oui, mais pas de la population. Il y a une culture d'Égypte. Il y a la culture aussi. Je ne suis pas certain qu'en Afrique centrale ou dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, que des gouvernants y aient pensé un jour. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'en Afrique subsaharienne, les gouvernants n'y pensent pas, les gens n'y croient pas du tout? Quels sont les phénomènes qui les empêchent d'y croire? Il y a plusieurs éléments. C'est quand même très complexe de répondre à cette question. Moi, je sais que quand j'ai fait ce bouquin, en fait, je récuse le fait d'être ufologue. C'est pas une insulte pour moi, mais je ne veux pas, comme j'ai dit à Samson Mabulolo Alija, je ne veux pas être le monsieur ovni de l'Afrique francophone. Ça ne m'intéresse pas.
ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais ce sujet vraiment en tant que citoyen et je suis ravi d'ailleurs que François Mawololo Alija investisse ce sujet et presque il prend le relais. Et je pense aussi à d'autres personnes qui vont bientôt se manifester et qui prennent le relais aussi, qui vont écrire des articles. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un impensé, tout simplement. C'est un impensé. C'est un impensé, c'est-à-dire que mais même en France, hein, vous allez dans certains coins, vous dites OVNI, les gens ne comprennent pas de quoi vous leur parlez. Mais permets-moi de bien retourner aux sources. Je vais rester en Afrique. Bon, on va revenir à l'Afrique. Si on revient à la question du Gabon, de Congo... Pourquoi les gens n'y croient pas? Je ne sais pas si les gens n'y croient pas. Non, je ne pense pas. Il y a des gens qui pensent que c'est sérieux, mais que, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas d'accord, mais il y a d'autres priorités. Et deux, chacun dans son monde. Chacun dans son monde. C'est-à-dire, eux, ils font leurs affaires, les ovnis, les aliens, les intelligences non humaines, hein, on les appelle comme on veut. Ils font leurs affaires et nous, on fait nos affaires d'humains. D'accord. Voilà. Donc, et s'il doit y avoir quelqu'un qui joue le rôle d'intercesseur entre ça et les humains, ça va être non, ça va être le sorcier du coin, le chaman, le ganga, c'est lui qui, et c'est là que ça devient intéressant, qui n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait reconnaissance collective du sujet, parce qu'il perdrait son business, il perdrait son pouvoir, son emprise sur la population. Le pouvoir qu'il a. On se rend compte, et on revient aux enjeux de pouvoir, on se rend compte que les patriarches, les matriarches, les Nganga, les sorciers, tous ces gens-là ont exactement la même attitude que les militaires. Que les militaires, tu oublies. Les militaires qui font de la rétention d'informations. Mais tu oublies quelque chose. Je suis sûr que tu oublies quelque chose. Il n'est pas l'intérêt de l'Église que les gens se posent ce genre de questions non plus. Exactement. Mais... Oui, mais ça va leur porter du tort parce que, par exemple, au niveau du Vatican, il y a quand même une réflexion sur ce sujet, avec cette idée que, donc c'est une idée qui fait son chemin, que si Dieu nous a créés, Dieu a créé peut-être d'autres peuples et que c'est peut-être nos frères. Ils y pensent. Ça, c'est un argument du Vatican. Il y a des millions de catholiques en Afrique. Est-ce qu'ils vont suivre cette parole-là? On voit déjà que sur d'autres sujets, ils ne suivent pas le pape. Donc, je ne sais pas si là-dessus, ils vont la suivre. Quant aux évangéliques, c'est très bien qu'ils sont totalement hostiles dans leur grande majorité. En tout cas, les gourous évangéliques, les pasteurs évangéliques sont hostiles violemment à cette hypothèse. Les courants musulmans le sont quand même relativement aussi. Eux, ils considèrent que c'est shaitan. C'est ce que rappelait Samson Mawololo quand il se penche. Est-ce que ce sont des djinns à ce moment-là? Et même si ce sont des djinns, c'est considéré comme quelque chose de diabolique. Voilà, oui, mais voilà, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Voilà. Maintenant, il y a aussi peut-être tout simplement un manque d'intérêt. Il faut aussi penser à ça, le manque d'intérêt. Ou peut-être la protection de la dîme, tout simplement. Mais moi, je pense à un manque d'intérêt et peut-être aussi que les gens ne les voient pas. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure que Louis et Samson ont fait l'effort de montrer justement toutes les situations où il n'y a aucun recensement dans les pays. Et moi, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui voient des choses et qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Et ça, c'était déjà une question que posait Jacques Vallée dans les années 70. Pourquoi les gens voient certaines choses et pourquoi d'autres gens ne les voient pas? Pourquoi dans une rue, 2 personnes vont voir un triangle et la troisième personne qui est à côté ne le voit pas? Donc ça, c'est ce qui rend la recherche ufologique très compliquée. Il y a des cas étudiés par le GEPAN où dans une même voiture, tu as 2 passagers, enfin tu as un conducteur et son passager, et les deux ne voient pas la même chose. Absolument. Du tout. Ils sont côte à côte. Ouais. Ils regardent dans la même direction. Oui. Ils voient une chose, il y en a un qui voit un truc très compliqué et l'autre qui voit un point lumineux. Voilà. Bon, Je me souviens que Joël Ménard avait évoqué justement un cas similaire où en fonction du point de vue, il y a quelqu'un qui voit, et celui qui c'était des membres de la même famille, ne voyait pas la même chose. Il y a plein de cas comme ça. Vous voyez même un objet, mais de manière, c'était pas la même forme. La même proportion, la même forme. Voilà. Mais alors, du coup, pour revenir à l'Afrique, là où il faut quand même
se poser la question. On sent quand même actuellement, il y avait une formule à l'époque, il y a encore 2 ans, quand on parlait des ovnis, les gens qui considéraient avec mépris ce sujet disaient on en parle l'été, c'est les marronniers, et on passe à autre chose. Sauf que là, l'été est passé, et on en parle chaque mois, chaque semaine, chaque mois, dans le monde entier. Pour le pire, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont hostiles et qui expliquent pourquoi c'est pas possible, ou pour le meilleur, ou pour une attitude entre les deux. Mais ce sujet, il est là. Il est là. Il est là. Et c'est-à-dire que malgré ce qui s'est passé en Israël avec le Hamas et les Israéliens, malgré la guerre Russie-Ukraine, malgré la Chine et ses velléités sur Taïwan, malgré les désaccords, comment ils appellent ça alors, l'organisation qui s'occupe des ovnis aux États-Unis. l'ARO. Malgré les désaccords au sein de l'ARO, où Sean Patrick est parti en faisant ça existe. Ça existe. C'est-à-dire le sujet, il est là. Et donc, effectivement, on a même des gens qui pensaient que le rationalisme, c'était de ne pas considérer ces sujets-là et qui sont perdus parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont autant rationnels qu'eux, qui ont le même cursus scientifique ou intellectuel qu'eux, qui disent il faut s'intéresser à ce sujet. Donc, on est dans une période particulière. Maintenant, ce qui doit nous interroger, c'est on a ce sentiment qu'il y a une urgence actuellement. Les choses s'accélèrent. Pourquoi il y a une urgence? Et j'ai pas la réponse. On peut avoir des hypothèses, je vais pas le dire. Cette urgence fait que jusque dans un passé récent aux États-Unis, le personnel navigant avait interdiction de dire, craigné de dire ce qu'il percevait dans les cieux. Mais désormais, c'est une obligation. La loi a été changée. La loi a été changée. On oblige les navigants à révéler ce qu'ils ont vu dans les cieux. À signaler les observations qu'ils font. À signaler ce qu'ils voient dans les cieux. D'autant plus que, comme l'a dit le pilote Ryan Graves il n'y a pas longtemps, et que ça a été relayé par Chris Mellon, l'ancien adjoint à la sécurité des États-Unis, des exercices militaires ont été régulièrement perturbés sur le sol américain par des observations d'engins, mais des observations qui étaient telles qu'elles perturbaient vraiment l'exercice militaire. Et ça, on le sait pour les États-Unis, mais pas dans d'autres pays. Voilà, c'est-à-dire que donc on a ce sentiment qu'il y a une urgence. Et alors, j'entends des Africains dire notamment la classe moyenne, dire, mais bon, c'est un argument qu'on entend ici aussi, oui, on a d'autres priorités, gagner sa vie, etc., manger, aller au boulot et tout. Et après, je me dis, attention à cet argument-là. Le métro boulot dodo, nous l'avons choisi collectivement. Nous avons choisi le capitalisme qui fait qu'on fait du métro boulot dodo pour gagner notre vie. Il y avait peut-être d'autres alternatives dans nos sociétés, il s'avère qu'on l'a choisi. Donc c'est un peu facile de se plaindre. Nous cautionnons ce système, nous le voulons, nous l'acceptons, nous le cautionnons. Mais ça ne doit pas être un argument pour rejeter ce sujet. Et surtout quand je vois que les mêmes gens qui disent qu'il y a d'autres priorités, ça ne les dérange pas de voir des vidéos superficielles sur TikTok. Je ne leur reproche rien. Mais ils trouvent le temps de voir des vidéos insipides sur TikTok. Entre autres, je dis TikTok, mais c'est pas autre chose. Ils trouvent ce temps-là. Je dis, s'ils estiment que c'est pas prioritaire, ils pourraient trouver d'autres non-priorités. Voilà, donc c'est un argument assez fallacieux. À présent, il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle au niveau des archives. Aujourd'hui, nous avons une communication immense de la part des Américains sur le sujet OVNI-PAN, et nous avons une multiplication des chaînes YouTube, donc des médias, même des émissions à la télévision. Donc on voit bien que ce sujet intéresse. De plus en plus. Et on voit bien aussi que notre travail d'archive va se multiplier, va se décupler, parce qu'on a des données, énormément de données, et des émissions, énormément d'émissions avec les intervenants. Mais en même temps, faites attention, parce que tout ce flot d'émissions, tout ce flot de communication risque de nous perdre. Il faut qu'on soit très sérieux et très rigoureux. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est pas seulement les sceptiques. Il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète. C'est quoi donc? Et c'est aussi une dérive pseudo-religieuse. Sectaire. Voilà, sectaire et pseudo-religieuse qui se développe aussi bien aux États-Unis, en France. On a eu récemment un congrès qui, moi, m'irrisse un peu les poils, on va dire. Tu restes sur l'estomac. Voilà, et qui me gêne.
Et il va y en avoir un autre prochainement dans la Drôme. Voilà. Donc, un congrès comme EcoEvent, c'est des gens qui sont carrés, qui ont toujours les pieds accrochés à la terre. Hein. On observe, on étudie, mais on reste rationnel. On va pas, on n'est pas l'esprit perdu ailleurs. Vous me tendez la perche là pour vous poser la question que j'avais prévue. Que pouvez-vous proposer comme réflexion sur l'avenir des ovnis? On commencera par vous, Gilles. L'avenir des ovnis, je pense que l'avenir des ovnis, il est dans une étude réellement sérieuse et scientifique des témoignages. Alors, on parlait du GEPAN tout à l'heure, mais moi j'ai participé aux 2 GEPAN, c'est-à-dire que les workshops du GEPAN qui ont eu lieu en 2014 et 2022. On a eu le droit à des conférences et à des comment dirais-je, des relations de très haut niveau, que ce soit Jacques Vallée ou d'autres, il y avait des gens comme ça. L'armée française était là en 2014 pour présenter ses projets, entre autres ses projets de surveillance du ciel. De surveillance du ciel. Du ciel, bien sûr. L'observation du ciel. Parce que je ne sais pas si on peut surveiller les ovnis. Oui, mais parce que ça fait partie. En fait, quand tu fais l'observation éventuellement de vecteurs étrangers qui viendraient dans l'espace aérien français, tu peux choper tout. Tu vas choper des avions russes, des avions de je ne sais pas quel pays. Ils sont obsédés par les Russes. Le ciel français est le ciel le plus surveillé d'Europe. On a un réseau radar qui est très développé. Et on a le réseau Fripon, on a d'autres réseaux qui sont des observations, des caméras automatiques, etc. Donc il y a eu une relation dans le GEPAN 2014 sur ce sujet. Et donc les 2 workshops du GEPAN étaient d'un niveau international. Il y avait d'ailleurs une centaine de chercheurs à chaque fois. L'occasion, la chance d'y être avec le SAU, il était représenté de façon relativement conséquente par une dizaine de personnes. Et on avait des Américains, on avait des Suédois, on avait des Anglais, on avait des Russes, on avait... Voilà, des chercheurs. Alors pour revenir sur l'ufologie africaine, il ne faut pas oublier qu'effectivement on a l'impression, comme tu dis, qu'il y a des gens qui voient, des gens qui ne voient pas, puis il y a beaucoup, je dirais entre guillemets, un désintérêt du grand public. Du grand public, voilà, on va dire ça comme ça. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier que dès les années 50, il y a eu des associations. En Afrique du Sud. En Afrique, mais en Afrique du Nord aussi. En Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Il y en avait encore il n'y a pas longtemps en Algérie, parce qu'elle est en relation avec le CERPA de Marseille. Elle est venue d'ailleurs à Marseille pour des congrès organisés par le CERPA. Il y a eu beaucoup d'observations. Le Cercle d'études et des recherches sur les phénomènes aériens. Il y a eu des repas ufologiques à Marrakech. Oui. Il y a eu des repas ufologiques à Abidjan. Et à Douala et à Yaoundé. Oui. Voilà. À Douala. Donc, voilà. Donc, ce que je comprends. Mais ce sont des initiatives locales et rarement pérennes. Voilà. Qui les a organisées? Des Africains. Des Africains. Mais il y a une conscience quand même. Ponctuelle, quoi. Ça ne reste pas dans le temps. C'est minoritaire. Oui, mais Abidjan a duré un moment. Ça dure un moment. Abidjan, ça dure un moment, mais par exemple, j'ai contacté la personne au Cameroun, ils ont arrêté depuis longtemps, ils ne vont pas le refaire. Donc, il est passé à autre chose parce que manque de temps, manque de moyens. Manque de temps, et puis le manque de moyens et le manque d'intérêt général, politique, d'intérêt général, même au-delà même la société civile. Le manque d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont faire un repas et ils sont 5 ou 6. Bon, au Cameroun, il n'y a pas que 5 ou 6 habitants. Donc, c'est vrai que c'est vérifié. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, ici, c'est compliqué, mais on a quand même le sentiment que c'est structuré. Voilà. Si je peux me permettre aussi une sommes dans les réflexions. Une petite réflexion. Pour l'avenir, question est revenue. Savez-vous que quand le GEPAN en 2006-2007 a ouvert au public ses cas sur sa base de données, son serveur a sauté. Et il faut savoir que qui avait énormément connecté, ces connexions venaient beaucoup aussi d'Afrique du Nord. Énormément. Dans les pays du Maghreb, les pays arabes, ils s'intéressaient beaucoup à cette situation. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a un intérêt.
On voit bien qu'il y a un intérêt. De toute façon, ça fascine aussi. Hein. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas regarder comme quelque chose de, disons, de magique et de fantastique. Il faut l'étudier. Et l'étudier de manière sérieuse. Alors, et évidemment, ça demande d'aller à la source, d'être assez, de ne pas avoir d'état d'âme, et surtout de vérifier, faire un travail d'enquêteur. C'est un travail de policier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme, il ne faut pas avoir de croyances et pas d'a priori. Hein? Même si évidemment on a toujours des biais, mais je rejoins ce que dit Philippe. Je crois qu'il faut arrêter avec le côté extraordinaire, avec le côté magique. Alors évidemment il y a des gens, c'est Jean-Pierre Petit qui disait ça dans une interview, le scientifique Jean-Pierre Petit, qui était désespéré. Il fait une conférence sur le sujet et puis il dédicace son bouquin à la fin. Et une dame vient le voir, elle dit « Continuez de nous faire rêver ». Et là, il était embêté. Il s'est dit « Mais je viens de faire plus de 2 heures de conférence. » C'est pas pour faire rêver. C'est pas pour faire rêver, c'est pour faire comprendre. Et là, on assiste effectivement à une reconfiguration de ce qu'on appelle le milieu ufologique, où les rêveurs sont en train de partir peu à peu, mais les rêveurs ne sont pas contents. Les rêveurs sont très hostiles face à tout ce qui se passe, parce qu'ils voulaient rêver. Et c'est compliqué de rêver actuellement, parce que comme disent certaines personnes, quand on gratte derrière et quand on voit un petit peu tout ce qui apparaît, hein, parce que ça reste un bourbier, mais on a quand même des éléments, c'est pas un sujet qui fait rêver. C'est même assez sombre. Il y a une dimension assez sombre au sujet OVNI. Donc c'est pas un sujet qui fait rêver. Et voilà. Donc je rejoins qu'il y a un intérêt, que beaucoup de gens ne disent pas publiquement qu'ils s'intéressent à ces questions. En Afrique du Nord, je ne suis pas étonné. Pour l'Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique australe, attendons de voir, attendons ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, par exemple, les corans panafricains ont déjà décidé que c'était un complot des États-Unis, notamment de l'OTAN, contre l'homme africain. On va pas, c'est déjà. On peut le comprendre, mais on ne va pas les blâmer, sachant ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Mais on va encercler l'Afrique avec des drones, machin, truc et tout. Mais ça ne peut pas être une. Ça crée une psychose. Ça ne peut pas être une. Le problème quand vous dites. C'est d'ailleurs un courant de pensée qu'on retrouve aussi en Europe et aux États-Unis. Quand vous sortez, par exemple, il y a ce truc du projet Blue Mir, quand vous sortez ça, sur ce fameux projet où on va projeter des hologrammes et simuler une fausse invasion extraterrestre, vous empêchez les gens de penser à qu'est-ce que je fais par rapport à une altérité radicale. Et je crois que le chemin qu'on va devoir suivre dans les années qui viennent, qu'on commence déjà difficilement entre nous, c'est-à-dire entre êtres humains, sur les notions de vivre ensemble, d'accepter les différences et tout, c'est très chaotique, c'est très compliqué. On voit bien qu'il y a des gens qui veulent bien vivre ensemble à condition d'être séparés. On voit bien on a des gens qui critiquent le racisme, mais la misogynie ou l'homophobie, ça ne les dérange pas. Donc on voit tout ça. C'est déjà compliqué entre êtres humains. Ensuite, c'est compliqué entre êtres humains et les autres intelligences sur Terre, c'est-à-dire les dauphins, les chiens, les chats, les éléphants, tout ce qu'on veut. On a des millions d'intelligences non humaines sur la planète. Mais notre rapport de l'humanité à ces intelligences est un rapport de domination, d'asservissement. Même quand on a des animaux qu'on aime bien, on garde un rapport dominant la plupart du temps. Les rares moments où l'être humain peut être en difficulté, ça va être les moustiques avec des maladies, ou ça va être si un humain se trouve tout seul en plein Pacifique au milieu de requins, éventuellement là il est perdant. Mais l'humanité a l'ascendant sur toutes les intelligences autres qu'on trouve sur la planète. Et là, il va falloir faire comprendre aux gens que c'est peut-être pas nous qui aurons l'ascendant et qu'il y a quelque chose d'autre ou d'autres choses qui ont l'ascendant sur nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne peut pas répondre complètement oui à l'heure actuelle, même si moi j'ai mes convictions, même si Gilles et Philippe ont leurs convictions, mais ça reste un exercice qu'il faut envisager. Il faut penser ça, il faut le penser. Qu'est-ce que l'on fait par rapport à une altérité radicale? Et s'il y a un sentiment d'urgence actuellement, que ce soit au Japon, en Chine, aux États-Unis,
c'est peut-être parce qu'il y a une tentative de faire la pédagogie vis-à-vis des gens par rapport à quelque chose ou des choses qui pourraient arriver. Peut-être. Attention, voilà, il faut toujours dire un peut-être. Très bien. Un dernier tour de table. Je dirais que pour relancer sur ce que disait Yann, le public il peut intimement se demander si nous sommes à l'heure actuelle au sommet de la chaîne alimentaire, on va dire, au sommet de la pyramide, mais si un jour nous avons une intelligence qui serait supérieure à nous, nous ne serions plus au sommet de la pyramide. Ça, c'est sûr. Et là, et c'est ça le problème aussi. Ça remettrait nos croyances, nos religions, nos convictions, nos connaissances scientifiques, nos systèmes. Tout serait remis en cause. Et notre sécurité mentale. Et ce serait un bouleversement total. Hein, d'accord. Et donc, évidemment, qu'il y a un enjeu pour étudier le phénomène, mais il faut bien comprendre que pour un État, le premier enjeu, est-ce que ça représente un problème de sécurité ? Hein, est-ce que l'État-nation sera mis en danger est-ce que la population sera mise en danger par ce phénomène ? D'accord ? Et évidemment que c'est la première des choses. Sauf que nous pourrions aussi... Il y a un livre qui avait été écrit justement sur, je crois, l'effet Quetzalcóatl. Pensons aux Espagnols qui arrivaient, les conquistadors qui sont arrivés en Amérique du Sud, hein, et qui ont permis, qui ont provoqué l'effondrement de cultures. Ils avaient juste une technologie légèrement supérieure à la technologie des Blancs. Oui. D'accord. Mais il y avait un effet psychologique. Oui. C'est surtout l'effet psychologique, parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils auraient pu dominer les Espagnols, mais il y avait cet effet psychologique. Il faut que les gens soient aussi préparés. Attention, aucun humain n'était des êtres supérieurs. S'il y a une forme de vie ailleurs, il faut arrêter aussi de la considérer comme quelque chose de supérieur. Sinon, nous allons nous effondrer. Il faut bien voir que quelle que soit la forme de vie, quelle que soit l'intelligence, nous ne connaisserons pas leurs pensées. C'est très difficile déjà de comprendre la pensée humaine. Et nous ne connaissons pas leurs intentions. Quelle est leur façon de penser ? Voilà, nous ne connaissons pas leurs intentions, leur agenda, ce qu'ils veulent réellement. Et même s'ils arrivent avec un grand sourire, peut-être que nous ne comprendrons pas. Comme les Occidentaux qui arrivaient en Afrique ou en Amérique latine avec des grands sourires. Oui. Voilà. Avec les missionnaires d'un côté et les prédateurs des matières premières de l'autre. Les Blancs en Afrique, ça n'a pas beaucoup changé. Ils sont arrivés avec des petits cadeaux pour avoir des richesses, les richesses africaines. Imaginons que... Et on connaît la suite avec des millions de Congolais qui meurent entre guillemets, je mets des guillemets sur l'intelligence supérieure. Au moins 5000. Elle arrive avec des breloques, avec de la verroterie comme les Blancs. Avec de la haute technologie. Voilà. Voilà. On considérera que c'est de la haute technologie pour nous. Pour eux, c'est peut-être quelque chose de tout à fait basique. J'ai le dernier tour de table après. Je vais donner un autre exemple qui est un peu de cet ordre-là. Ça fait partie de Twilight Zone, c'est la série. Oui. C'est magnifique. Comment servir l'homme. Tout le monde. C'est magnifique. On ne sait pas traduire le bouquin qu'il nous donne, juste le titre, comment servir l'homme. Alors, effectivement, ces extraterrestres soignent les maladies, arrêtent les guerres, etc. Donc le monde devient idéal. Et puis ils embarquent tout le monde dans leur vaisseau en disant voilà, on va tous vous envoyer sur votre planète parce que la vôtre est en train de mourir doucement. Et en fait, au bout d'un moment, tu as le scientifique qui essaie le traducteur, en fait, le linguiste qui essaie de traduire le bouquin. Il arrive à traduire le bouquin et s'aperçoit que c'est un livre de recettes de cuisine. C'est comment manger l'homme, en fait. Servir. C'est comment servir à table. Et en fait, voilà. En fait, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. C'est un peu aussi V, c'est ça. Les extraterrestres arrivent, la série V, ils sont déguisés en humains, et en fait, ce sont des reptiles, et en fait, ils mangent les hommes. Parce que c'est leur nourriture, voilà. Mais alors qu'en fait, d'un autre côté, ils soignent les maladies, ils arrêtent les guerres, etc. Mais nous prenons très soin de nos vaches que l'on soigne. Le bétail humain pourrait très bien être soigné. Il faut bien comprendre que ce point de vue, c'est pas le point de vue de Gideon, mais le point de vue qu'il avance, ce ne sont que des hypothèses. Oui, mais ces hypothèses ont été vraiment, et elles le sont encore, extrêmement
contesté violemment dans une grande partie du milieu ufologique. C'est-à-dire que même dans le milieu ufologique, il y a des choses qui sont inentendables. Quand je dis que je ne suis pas ufologue, je m'en fous, je suis outsider. Donc je peux dire ce que je pense, je n'ai pas d'allégeance à faire. Mais le milieu ufologique a souvent fonctionné pendant longtemps, une partie comme un club où il fallait faire allégeance à une certaine doxa, des façons de penser. J'allais te le dire, c'est Voilà. Il y a des doxas dans le milieu Il y a des chapelles, hein. Il y a des chapelles dans l'ufologie. avec des doxas. Attention. Mais c'est ça le problème. Et Moi, vous- les dogmes rentrent dans une maison, c'est la c'est fin pas de bon. la réflexion. Moi, comme j'ai dit, c'est pour ça que Attention. je me sens pas concerné vraiment. Je mets les pieds dans le plat, je dis ce que je pense par rapport aussi à mon vécu. Et puis voilà, et puis si vous n'êtes pas content, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour faire plaisir. Mais effectivement, c'est des questions qui sont lourdes de sens. Je tenais à dire également que du 2 au 7 juillet 2024, il y aura donc une exposition sur les ovnis en Afrique qui se tiendra à Paris 18, à la galerie Écomusée, de 14 à 19h. On peut voir là le flyer qu'il annonce. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, l'affiche, l'illustration de l'affiche sera aussi exposée en tant que tableau, en tant que tel, dans la galerie. C'est Marie-Angélique Louillet qui nous a fait cette affiche qui est très belle. Je me rappelle les dates Et ce sera tout à fait du 2 au 7 juillet. Au 7 juillet Voilà, 2024. l'entrée est à 5 € et donc à Galerie Écomusée à Paris 18. Écomusée. Y a-t-il un métro autour? On ne sait jamais. Barbès, La Chapelle. Barbès, La Donc c'est un Chapelle. quartier très populaire où d'ailleurs il y a une grosse diaspora africaine et le lieu est très chaleureux et on a hâte. C'est une première qu'il y a une exposition non seulement sur les ovnis en Afrique, mais même une exposition sur les ovnis tout court. C'est pas courant en France, même en Europe, c'est pas courant. Et ça, je tiens à remercier aussi le réseau UAPTCHEK qui est derrière et qui est en appui, avec qui on travaille activement. Et c'est pareil, c'est le désir de transmission, d'information, de données. Qui nous anime. Voilà. Soyez présents donc du 2 au 7 juillet à Paris, et pas loin du métro Barbès. Vous voyez, l'adresse s'affiche là. Allez observer, allez essayer de comprendre. N'ayez pas peur, ça ne tue personne. D'ailleurs, moi qui vous parle, il y a 19 ans, on m'a envoyé tourner au musée de la sorcellerie dans le Berry, en France. Je n'en suis pas moi, si tu veux, de vous, donc n'ayez crainte, allez voir tout cela. Merci encore à vous, Gilles Durand. Il faut conclure cette émission car sinon on passe toute une journée. Juste une petite chose. Une toute petite alors. Sur le phénomène ufologique, il ne faut ni prendre une forme de vie intelligente comme supérieure, il ne faut pas la déifier, il ne faut pas la diaboliser. Il faut être rationnel. Très bien. Et garder les pieds sur terre. Et juste savoir si c'est vraiment une Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Voilà, ce n'est qu'une hypothèse. Il y en a Très bien. plein d'autres. Merci beaucoup Gilles Merci. Durand, merci à vous Philippe Drab, merci Yann Alexander. Vous reviendrez car sur ce plateau vous êtes chez vous. Et j'ai pas de nom de la boîte, hein, car c'est UAP Afrique aujourd'hui, donc j'ai tout fait pour garder son esprit. Hein. Donc, chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau pour une fois encore évoquer les questions ufologiques en France, en Afrique, dans le monde entier. D'ici là, n'ayez pas peur. Tout se passera bien. À bientôt.